savait par la suite que cette nuit, elle était en mer, la nuit du 6 juin, vers la France, qu'il est resté 2 jours en mer et qu'il a débarqué à J+2. J'étais à Londres le 6 juin et je suis allée à Downing Street pour suivre les événements avec mon beau-père et en savoir plus sur les détails du débarquement. Le 6 juin, le matin à 7 heures, le chef d'état-major de mon père, Speidel, a téléphoné et lui a dit qu'il y avait beaucoup de mouvements le long de la côte, mais que l'on ne savait pas encore s'il s'agissait du débarquement. Nous avons passé la soirée du 5 au 6 ensemble. Et un petit peu avant 11 heures du soir, il a dit, eh bien voilà, ça y est, les opérations sont commencées. Après ces témoignages individuels, nous aurons, si j'ose dire, la mémoire officielle du débarquement. Les actualités anglaises, américaines, allemandes et de France occupée, de Vichy. Et puis, pour avoir un jugement sur cette mémoire individuelle et officielle, nous ferons appel à ce que pensent les historiens. Et nous avons invité un Anglais, qui est un marin, le capitaine Hoare, un Russe, et c'est le professeur Naumov de l'Université de Moscou, un Américain, le professeur Warren Kimball, et un Allemand, le professeur Rudolf von Taden. Et nous allons d'abord voir les actualités britanniques. Here is the world's news in pictures, and this is Pathé Gazette screening it. The 4th of June 1940. The evacuation of the BEF and Allied troops from Dunkirk was completed. 4 years later, almost to the hour, we go back to the same Normandy coast, which saw the closing chapter of the Battle of France. The Allied invasion of Europe from the west is launched. D-Day, the Second Front, and the Second Battle of France. Against the background of these Pathé Gazette pictures of that tragic but glorious exit, we announce the fact that never in the history of newsreels have such vast plans been made for the coverage of the last great act of liberation. To bring to the screen from the first day of our assault on the western seaboard of Europe, the history of Allied invasion. 4 years ago, Europe was Hitler's. The lights of freedom went out. Now the world of free men strikes in all its assembled might at the weakening chains of bondage. Here are the first pictures of the opening of the Second Front. Pictures which security demands should be meager at this stage, yet thrilling because they carry the first flush of excitement as the mammoth task gets underway. Over the French coast go our bombers as invasion hour dawns, to blast enemy lines of communication. From the coast of Britain, the floodgates are opening to release the tide of Allied soldiers. The great curtain of secrecy is still drawn as invasion troops embark, and our Prime Minister makes a last-minute visit to the assembled armada. The first of a series of landings in force is how Mr. Churchill describes the operation. Author of the Victory V sign, he watches over the great preparations and sees the start of the master plan. 4,000 ships and thousands of smaller vessels are involved in the enterprise, and the British, Canadian and American troops employed, sustained by 11,000 first-line aircraft. The great Allied cooperative effort which sets forth to seal the fate of Germany. Let it now be said that the Royal and Merchant Navies are performing their colossal task of carrying, maintaining and assisting the ground forces with indescribable efficiency and success. While all this is going on, there goes out to Europe by radio the warnings issued by Supreme Headquarters. The alert is sounded not only in France, but in Norway, Belgium and Holland. The underground movements are given instructions, and to the people of France, there comes the voice of the Supreme Commander, General Eisenhower. This landing is but the opening phase of the campaign in Western Europe. Great battles lie ahead. I call upon all who love freedom to stand with us now. Keep your faith staunch. Our arms are resolute. Together we shall achieve victory.
Pictures of paratroops are no new things to us. We have followed through many of their training films and mass displays. But here you see men marching to go aloft with the sure knowledge that when next they set foot on land, it will be on French soil. The first men to move in on the Normandy coastline near the town of Caen. That fact is still unknown to them as General Brereton waves the C-47s into the air, the first of the invaders. Two of the Channel Islands, themselves well in the invasion area, appear below, Guernsey and Alderney. Out of the night sky there come the troop carriers and gliders, while the great armada of ships bears down on the Cherbourg Peninsula and the many places nearby. While civilian Britain sleeps, history's greatest story is being written. Between midnight and breakfast, the D-Day plan is launched. And when the news breaks, the people at home rush to buy it. Eagerly they absorb every line of the rationed information as it comes to hand. The news is good, far better than they dared to hope. The dawn of June the 6th comes up like thunder over the invasion coast as Allied heavy and medium bombers, following in the wake of Bomber Command, send down their share of the 20,000 tons of bombs dropped in the 24 hours preceding the landings. The softening up of the German defenses along a broad stretch of coast. Among the other of those 11,000 first-line aircraft made available for the battle are rocket-firing planes sending their fiery-tailed projectiles into strong points in the Normandy section of Hitler's so-called West Wall. Aircraft shoot up aerodromes, trains, road convoys, canals, ammunition dumps, gun sites, and any enemy aircraft that come their way. Strafing such as you've never seen before, and typical of the Sky War on D-Day, which the Luftwaffe could not match. Troop carrier aircraft, gliders and tow planes mass for the takeoff signal to open the second front. The Allied airborne force formed the spearhead of invasion. Each plane carries the special invasion markings, the broad black and white stripes for easy identification by our own airmen. Last message given to the hundreds of men flown over was, we want you to raise all the hell you can on the backs of the Boche. They did that and more. They swung a neat trick on the Germans by dropping lifelike dummies filled with explosives. Boarding ship for the Battle of Normandy. The Army group carrying out the assault is made up of British, Canadian, and American forces. From south of England ports go Monty's invasion men to spring their surprise on von Rundstedt's Nazis. Heading out to sea after a 24-hour delay because of the weather. Now that the flood of pictures of the invasion has started, we add length to our newsreel so that we may develop in fuller detail the pictorial history of the Western Front offensive and do justice thereby to the great Allied undertaking. 4,000 ships and thousands of smaller craft. The gathering of the mighty armada. Description pales before the vastness of the reality. The mind recoils from the dimensions of it all. How amazing it is to think that from the very part of France to which they go, William I launched his assault for the Norman conquest of England in 1066, the one date in the history books most of us remember. Maybe in another 878 years, 1944 will be remembered equally well by this strange reversal of events when from England came the conquest of German-occupied Normandy. Warships of the Royal Navy with units of the Canadian and United States Navies
range their main armor on the coastal batteries. Enemy shells begin to drop among the landing craft, closing the shore. Beachheads are established. Across the broad expanse of sea, reaching to the distant misty horizon, the bridge of ships and landing craft, which has its abutment on the shores of England. This is it. They're on the beach, plunging waist deep into the sea and threading their way among the steel asparagus tops which project out of the water, the anti-invasion barriers with mines on their tips, one of the devices which was studied long before invasion began, one of the obstacles photographed by our reconnaissance planes, and with the rest of Hitler's beach barriers, was known to us as Element C. Smoke screens are blown across as we dig in on the newly won position. Right in the spearhead of attack, our Allied service photographic units and newsreel cameramen putting this amazing scene on celluloid. This was going on while Britain breakfasted to the first news of the Allied landings. These pictures take you right in among the men who are putting Dunkirk into reverse, planting themselves on the first bit of French soil to be won back after 4 years. Lord Montgomery, est-ce que vous vous souvenez où était votre père le 5 et le 6 juin? À l'évidence, je ne savais pas ce qu'il faisait, absolument pas. Mais par la suite, j'ai appris qu'il était en mer cette nuit-là, la nuit du 6 vers la France. Il est resté 2 jours en mer sans débarquer. Il a débarqué à J+2. Et vous-même, où étiez-vous? J'étais à l'école, à 50 km du quartier général à ce moment-là, à côté de Winchester. Et que faisiez-vous là-bas? J'étais à l'école, mais je ne pense pas que cette journée était normale comme un autre jour d'école. Nous avons su plus tard au cours de la journée ce qui s'est passé. Je pense que comme enfant, à l'école où vous étiez très fier de la position qu'avait votre père. Et puis il était très populaire. Est-ce que vous pouvez expliquer cette popularité qui était plus grande que celle d'Alexander, de Wavell? Tout à fait. Il était beaucoup plus populaire car il était essentiellement un soldat auprès de ses soldats. Que voulez-vous dire par là? Alors par là, je veux dire qu'il est revenu de ses expériences de la Première Guerre mondiale. Il a été gravement blessé. Il a passé tout le reste de la guerre en France. Il n'a jamais vu un général, ou très rarement. Et il pensait que les soldats doivent voir leurs généraux. Mais vous-même, comme adolescent, vous avez pu vérifier cette popularité. Je crois qu'une fois, vous avez fait un voyage avec lui. Je l'accompagnais lors d'une tournée avant le jour J, lorsqu'il visitait toutes les troupes en Angleterre, à savoir américaines, canadiennes et britanniques, sous ses ordres. Je suis allé sur son train spécial, nous sommes allés à Glasgow, il a visité les unités de l'armée, il a également visité des usines de munitions. Et lorsque nous sommes sortis de ces usines, c'était une pop star. Et vous étiez avec lui? J'étais avec lui, mais comme il s'agissait d'entités de militaires, étant en guerre, il a fallu que je mette mon uniforme de l'armée, celui de l'école, et la compagnie m'appelait le surnuméraire. Mais par ailleurs, on critiquait beaucoup votre père. Vous vous souvenez pourquoi? Oui, parce que comme je l'ai dit, c'était un soldat auprès de ses soldats, mais les gens avec lesquels il avait des difficultés de s'entendre, c'était les autres généraux. Oui, mais votre père avait des relations plutôt conflictuelles avec Eisenhower, avec Tedder. Est-ce que vous vous rappelez sur quel point?
Vous savez, en fait, Tedder était quelqu'un de très compliqué, très carré, et il s'est accroché avec mon père au quartier général, au siège suprême. Et avec Eisenhower? Eisenhower était quelqu'un qui était un grand diplomate, il voulait que tout le monde soit heureux tout le temps. Je l'ai rencontré après la guerre. C'est une personne tout à fait charmante et vous pouvez constater que c'est un Américain charmant, très bonne personne. Mon père le respectait beaucoup en tant qu'homme et non pas comme général. C'est dur comme jugement. C'est dur, mais il le dit dans ses mémoires. Il a écrit dans ses mémoires de façon très claire qu'il pensait que Eisenhower était un grand diplomate, un grand homme d'État et avait réussi à joindre les armées ensemble en tant que diplomate, mais n'était pas d'accord avec son jugement tactique. Est-ce que vous connaissez la nature du désaccord qu'il y a eu entre votre père et Eisenhower à propos du lieu des débarquements? Non, je n'ai pas entendu parler de cela. Je ne pense pas qu'il y ait eu un conflit sur ce point. Le plan de débarquement était le plan de mon père à mains égards. Quand il est revenu au début de janvier 1944, il a dû changer le plan original qui avait été préparé par Cossack. Il a conçu un nouveau plan qui a été couronné de succès et avec un front beaucoup plus large. Sur un large front et pas seulement sur un point rétréci. Donc un front beaucoup plus large et l'accord s'est fait, donc les 5 plages étaient dans le cadre du plan qu'il a conçu, ceci était très important. Et c'est ce qui a permis le succès de l'opération. Sans ce nouveau plan, nous aurions probablement échoué. On dit que les Anglais étaient beaucoup plus à l'écoute de la résistance française que les Américains. Vous avez eu écho de cela? Tout à fait. Et c'est parce que les Américains étaient beaucoup plus éloignés de la guerre jusqu'à leur arrivée en Europe. Ils n'avaient pas été impliqués dans ce secteur, dans ce type d'opération, alors que les Britanniques, nous vivons en Europe avec les autres et nous sommes plus intimement impliqués dans les événements et nous avons appuyé la résistance sous diverses formes. Il se trouve que maintenant, vous connaissez bien, vous, fils de Montgomery, le fils de Rommel. Mais à l'époque, on peut dire qu'ils étaient ennemis, mais ils se connaissaient tellement bien que l'un et l'autre pouvaient prévoir dans leur combat ce que l'autre allait faire. C'est tout à fait exact. Et j'en ai discuté avec Manfred Rommel, qui est l'un de mes excellents amis. Et c'est en fait comme 2 joueurs d'échecs. C'étaient tous 2 des soldats totalement dévoués à leur profession. Et mon père, à l'évidence, étudiait ce que Rommel pensait, ce qu'il faisait, et il a toujours regretté de ne l'avoir pas rencontré. Ainsi, en un sens, comme Rommel, votre père était un pur militaire. Pur officier militaire. Tout comme l'était Rommel. Exactement comme Rommel. Ce n'était pas un homme politique, il n'y comprenait pas grand-chose et il n'aimait pas les politiciens. Et il n'aimait pas ça. Non. Mais s'il n'aimait pas les hommes politiques, il aimait au moins Churchill, n'est-ce pas? Il respectait Churchill énormément. Mais qui aimait-il plus que Churchill? Personne. Mais il respectait beaucoup Churchill. Et bien entendu, Churchill était le dernier responsable. Savoir si Churchill l'aimait, ça c'est une autre histoire, car je ne pense pas que Churchill aimait un quelconque de ses généraux, notamment ceux qui ont essayé de discuter avec lui. Churchill aimait bien Alexander. Il aimait Alexander beaucoup, parce qu'Alexander était docile et faisait ce qu'on lui disait. Mais dans le cas de mon père, c'était différent. Il avait sa propre opinion sur la façon de mener les choses. Et Churchill l'a aimé par la suite, parce que ce qu'aimait Churchill, c'était les généraux vainqueurs. Merci, Lord Montgomery, pour ce témoignage. Nous allons voir maintenant les actualités américaines. This is the first camera report from over there, an English port and hospital ships bringing back men who made history, men who left some bit of bone or blood on Hitler's Atlantic wall, Canadians and Britons and Yanks who knew how tough it was and did their bit for us back home. These are the shock troops who traded pain for the honor of cracking the Nazi fortress Europe. Now, their story. Their eyes looked south from England, south in a V toward Le Havre and Cherbourg. And that English summer morning, Yanks and their allies marched to invasion craft, boats by the thousand. The channel filled beneath the cliffs of Dover with history's greatest armada, liberators crossing the seas in mighty crusade. D-Day was in its making, H hour was at hand.
Then 11:50 o'clock, start bombers, fill the skies. 11,000 first-line planes swarmed to the attack, past the Isle of Guernsey, on across the shoreline of France. And Hitler's boasted impregnable defenses rock under 10,000 tons of bombs. Bomb squadron leaders drop smoke signals. This is the target. Bombs away. Pinpoint precision, knocking out Nazi rail lines and supply routes. By 15 o'clock, and human bombs. Tough United Nations paratroopers, ready to drop behind the coastal beaches. Faces smeared with cocoa butter and oil, plans memorized, these tough and ready sky soldiers were the first to set foot on Western Europe. This was D-Day's beginning. H-hour for glider troops. Gliders by the acre. Gliders bought by your war bonds and yours. Gliders carrying airborne infantrymen right behind the paratroopers. Berlin reported 60,000 airborne troops landed in those first hours of D-Day. British glider troops. Wide-winged troop carriers that swooped silently down far behind the German front lines to disrupt communications. Aerial forerunners of the 50-mile-long sky trains that came 2 days later. Down below, the Allied Armada plowed on across the channel. 4,000 ships, small craft by the thousands more, spread out across the 60 miles of water that Hitler said could not be crossed. This is D-Day at sea. 5:35 o'clock, and to 800 warships, the signal, commence bombardment, sweep the beaches. On every ship, empty shells tell the story of D-Day bombardment, and tired gun crews await the next barrage. 6 o'clock, D-Day, landing time for the first beachhead boats. This is it. Now Signal Corps cameras catch the full drama of the fateful hour. This is what you would have seen that D-Day morning. You're in a little boat. You are the gang you trained with. And this is it. Nazi bullets are whining all around. Heads down, someone is shouting. Head down. The crossfire makes you remember that. You're groggy, seasick, all the way over. In just seconds, you'll be in. The door will be open, and it's onto the beach. And may the bullets miss you. Here it comes. Your pals are over. You're nervous, sick again. And someone pats your back. Then run. You're in, but two pals fall. This is D-Day. This is the path of invasion, the perilous ride into the Western Front, the cracking of Hitler's walls. And these films, made in the battle's roar, show only one little landing on one little beachhead. Tens of thousands of our sons and husbands and sweethearts made this ride, winning the foothold that had to be won. Not all of the boats get in. On the beach, doughboys dig in. Caught in withering crossfire, they hug cliff sides until stubborn German guns can be knocked out. The wounded Nazi, the badly hit kid, and in the choppy waters, some who never touched Europe's soil.
and an explosion set by paratroopers. Landing sometimes 10 miles behind the beaches, they did magnificent work. Villages liberated. New French friends. French patriots eager to tell of the Boche and his habits and whereabouts. The first German prisoners. An excited French patriot carries the Stars and Stripes and throws down a German helmet with words we cannot guess. More prisoners, stunned Nazis who know the Atlantic Wall can be, has been cracked. And toward Cherbourg, our lines move on. Prisoners who do not seem to be Germans, but appear to be conscripted South Europeans. The first swastika has fallen in the west. At sea, the 4-star flag of the D-Day boss, General Eisenhower, who comes to check up on progress. Yank Land Commander Omar Bradley reports to the chief, and then Supreme Allied Ground Commander General Montgomery. Eisenhower and Montgomery report, the first phase is a success. Nearly 60 miles of firmly held beachhead. The great port of Cherbourg, a rich prize. And still Allied power pours in, day after day, wave after wave. Heavy stuff, the machines of war, machines for deeper invasion beyond the beachheads. Each machine, war bonds in action, dollars serving on the Western Front. In America's towns and beachheads, D-Day has sounded for the 5th war loans. Let us, at home, march side by side in faith, in effort, with those who march across the seas. The order of the day is forward. Pamela Harriman, vous êtes actuellement ambassadeur des États-Unis en France, mais pendant la guerre, vous étiez la belle-fille de Winston Churchill, et si j'ose dire, sa confidente politique privilégiée, puisque vous parliez souvent avec lui et lui avec vous des affaires de la guerre. Est-ce que vous vous rappelez comment s'est passée la nuit du 5 au 6 et le 6 juin, jour du débarquement? The 5th of June was a very strange Le 5 juin a été une journée tout à fait étrange. Tout d'un coup, il y a eu un grand silence, le téléphone ne sonnait pas et on entendait le bourdonnement des avions en permanence et nous savions, j'étais un petit peu plus privilégiée que d'autres et je me rendais compte que quelque chose était sur le point de commencer. Le matin du 6 juin, à 6 heures du matin, j'ai reçu un coup de téléphone me disant « Mettez la radio ». Et à 7 heures du matin, la BBC a annoncé que les Allemands avaient annoncé l'invasion de la France par les troupes alliées. Et j'ai réalisé tout d'un coup que c'était le jour du débarquement, le jour que nous attendions tous. Et je suis allée voir le Premier ministre, Winston Churchill, à Downing Street, pour en apprendre plus et savoir comment se déroulaient les opérations. Mais les nouvelles sont parvenues très très lentement. Même pour les gens qui étaient à Downing Street,
Il n'y avait pas cette communication instantanée que l'on a maintenant. Ce n'est que 2 jours plus tard que l'on a eu les premières bobines d'actualité. Mais dites-moi, Pamela Harriman, lorsque Churchill a su que le débarquement avait lieu, quelles ont été ses premières réactions? Lui avait très envie de débarquer avec les troupes et le général Eisenhower était très préoccupé et a obtenu le soutien de ma belle-mère pour empêcher qu'il y aille. Parce que Churchill avait dit au commandant en chef, vous ne pouvez pas m'empêcher en tant qu'Anglais de monter sur un navire de la marine britannique. Alors ma belle-mère a téléphoné au roi et a dit, il y a un problème. Ensuite, le roi a appelé son premier ministre et a dit, si vous prévoyez d'y aller, moi, en tant que commandant en chef des troupes britanniques, je serais obligé d'y aller aussi. Madame Harriman, vous êtes anglaise d'origine, vous êtes devenue américaine. Est-ce que ce changement de nationalité a changé quelque peu votre vision du passé et votre souvenir de la guerre? Vous savez, je crois que les croyances de l'Amérique et de l'Angleterre sont très semblables. Et nous croyons en la démocratie, en la liberté. Et nous voulons nous débarrasser de la tyrannie à travers le monde. Et cela n'a pas changé mon point de vue en aucune manière. En ce qui concerne mon beau-père, j'avais une telle admiration pour lui qu'il ne m'est jamais venu à l'esprit que ce qu'il comprenait, que ce qu'il croyait. Vous savez, c'était un homme qui ne réagissait pas, il agissait. Et c'était une force énorme. Et à ce moment-là, dans l'histoire, c'était un magnifique don pour le monde qui croit à la liberté. Vous qui étiez dans la confidence politique de Winston Churchill, quel était son souci numéro 1? Empêcher les Russes d'avancer trop vite en Europe centrale et conquérir toute l'Europe, ou bien abattre d'abord le nazisme? Et ça expliquerait sa stratégie. Je crois que Churchill n'avait qu'une vision, qui était de mettre fin au nazisme. Et ça a été sa seule, unique préoccupation. Et la raison pour laquelle il ne voulait pas d'un 3e front sur la Méditerranée, c'est parce qu'il pensait que la capacité serait trop répartie et que cela réduirait la force des troupes. Mais comme vous le savez, les Américains étaient déterminés et le général Eisenhower était déterminé à faire ce débarquement dans le sud de la France, du côté de Saint-Tropez et Marseille, parce qu'ils étaient convaincus qu'ils avaient besoin du port de Marseille. Mais le seul objectif de Churchill, et il avait des œillères pour cela, c'était qu'il fallait tuer le nazisme en Allemagne pour toujours. Vous qui avez été le témoin privilégié de ces événements et qui avez connu tous les participants essentiels, à qui incombe la responsabilité du choix de la Normandie et de la date du 6 juin, selon vous? Je crois qu'il faut rendre hommage au général Eisenhower. Et en fait, le choix du moment du débarquement a été une grande chance. Le général Eisenhower a pris le risque du 6 juin et la météo n'était pas bonne. Et la raison pour laquelle on avait peut-être moins d'Allemands en face de nous, c'est parce qu'ils ne pensaient pas qu'on oserait le faire avec des conditions météorologiques aussi mauvaises. Mais Eisenhower savait que s'il avait attendu 15 jours de plus, parce qu'il fallait que la marée soit comme il fallait, que la lune soit comme il fallait. Il y avait tous ces éléments et il y avait 2 millions d'hommes qui attendaient sur place. Il y avait une limite à la durée pendant laquelle on pouvait les tenir prêts. Donc, bien que les conditions météorologiques n'aient pas été bonnes, il a pris cette décision. Et avec le recul, s'il avait attendu 15 jours de plus,
il y aurait eu ces célèbres V1, ces bombes sans pilote, dont les bombardements ont commencé le 12 juin. Et le cycle suivant aurait été vers le 14 juin. Et ce que les V1 auraient pu faire sur le débarquement, personne ne le saura jamais. Mais Eisenhower a vraiment été la personne qui a pris le risque de décider de la date du 6 juin. Et c'était un risque très important. Merci Pamela Riemann pour ce témoignage unique sur l'histoire. Nous allons voir maintenant les actualités allemandes et comment elles évoquent le débarquement. Ein Datum von weltgeschichtlicher Bedeutung. Unter dem Druck Moskaus haben Briten und Amerikaner die seit langem angekündigte und von uns erwartete Invasion begonnen. Sie findet Deutschland in Bereitschaft. In der ersten Stunde des 6. Juni, wenige Minuten nach Mitternacht, rollt die gewaltige militärische Aktion an. Die Flotten zweier Weltmächte sind mit Unterstützung großer Luftwaffenverbände im Anmarsch auf die europäische Westküste. Unter gleichzeitigen schweren Bombenangriffen setzt der Feind im Hinterland der Seinebucht starke Luftlandeverbände ab. Deutsche Vorpostenboote nehmen die Annäherung der feindlichen Einheiten auf und geben die Meldungen weiter. Alarm für alle! Batterien schwerer und leichter Flak bekämpfen Bomber und Luftlandeverbände. Mündungsfeuer und Explosionen erhellen die Nacht. Leuchtkugeln steigen aus dem Dunkel auf. Stoßtrupps der Infanterie bei der ersten nächtlichen Berührung mit aus der Luft gelandeten Gegnern. Vorpostenboote geben die Meldung, dass größere Schiffseinheiten sich der Minensperre nähern. An einigen Stellen der Atlantikfront treten schon jetzt die schweren Kaliber in Aktion. Die gesamte Abwehrfront ist im Alarmzustand. Schnelle Einheiten der deutschen Kriegsmarine setzen zu nächtlichen Gegenstößen an. Torpedo-Volltreffer! Der Tag hat begonnen. Im Morgengrauen tauchen aus der Kim in der Seinebucht die Massen der angloamerikanischen Invasionsflotte auf. Mit einer Fernkamera hat der Kriegsberichter unmittelbar vor Einsetzen des gegenseitigen Artilleriebeschusses diese Aufnahmen gemacht. Kleinere Landungsfahrzeuge übernehmen von den Transportern Truppen und Material. Abwehr aus allen Rohren. Breitseiten britischer Kriegsschiffe. Das Gefecht zwischen Küstenbatterien und Schiffsartillerie ist im Gange. Gegnerische Landungsboote laufen in die Ornemündung ein. An Land gehende Truppen und Panzer werden sofort mit Pack, MG und leichten Geschützen bekämpft. An vielen Stellen kommt es schon hier zu erbitterten Nahkämpfen, die den Feind blutige Opfer kosten.
Befreiungsboote. Ihre Besatzungen wurden im schnellen Stoß vernichtet oder gefangen genommen. Tote und Trümmer am Strand. Im Raum von Caen und Bayeux tobt eine schwere Schlacht. Deutsche Eingreiferbände sind in voller Wucht mit allen Waffen an den Feind gekommen. Ein Waldgebiet, in dem der Feind Tausende von Luftlandetruppen abgesetzt hat, wird eingekesselt. Segler an einem Baum zerschellt. In den Zweigen hängen Fallschirme. Ein Teil der Opfer. Nach harten Gefechten werden aus dem Waldabschnitt Hunderte von Gefangenen herausgeholt. In ihren Aussagen zeigten sie sich immer wieder überrascht, dass das große Ereignis für sie schon in den ersten Stunden der Invasion abgeschlossen sein soll. Überwältigt und entwaffnet werden sie abgeführt. Sie waren 3 Tage ohne Nahrung und Wasser. Taschentuch mit eingezeichneter Karte. Der Fluchtweg in die Schweiz ist besonders deutlich gekennzeichnet. Ein Landeplatz zahlreicher Lastensegler, deren Besatzungen so schnell von deutschen Truppen gestellt wurden, dass sie sich zum Kampf gar nicht erst entwickeln konnten. Einer der vielen abgeschossenen Lastensegler. Dieser erhielt unmittelbar vor der Landung einen Flaktreffer in die Fläche. Dieser birgt einen kompletten Funkwagen. Gefangene aus Neuschottland. Kanadische Fallschirmjäger. Luftlandesoldaten aus dem Norden Schottlands bei der ersten Vernehmung vor dem Abmarsch in die Lager. Amerikanische Bomber im Anflug. Flakartillerie nimmt die angreifenden Verbände unter Feuer. Bomben auf die Stadt Caen. Bomberwellen bringen dem andrängenden Gegner laufend Unterstützung. Deutsche Jäger im Anflug auf die Feindverbände. Die Zeichen schwerer Luftkämpfe über dem angloamerikanischen Landekopf an der Schweinebucht. Abschuss eines viermotorigen.
Die letzten Flüchtlinge verlassen die von dem Bombardement schwer mitgenommene Stadt Caen. So erlebt Frankreichs Bevölkerung die versprochene Befreiung. Weitere deutsche Eingreifverbände werden zu einem groß angelegten Gegenstoß an den Feind herangeführt. Ihre Annäherung können auch die Massen der angloamerikanischen Bomber nicht verhindern. Panzer nach vorn! Auch im Raum von Bayeux treffen die Aggressoren auf einen Widerstand, der ihnen ungeheure Verluste bereitet. In den kleinen Küstenorten toben erbitterte Straßenkämpfe, die unter Einsatz aller Waffen von deutschen Soldaten mit einem heiligen Ernst geführt werden. Der entscheidende Kampf um Europas Zukunft hat begonnen. Nous sommes avec Manfred Rommel, maire de Stuttgart, le fils du maréchal Rommel, et qui, le 6 juin au matin, au moment où le débarquement a eu lieu, se trouvait avec son père pour fêter l'anniversaire de maman, de Lucie. Et c'est au milieu de la fête qu'un coup de téléphone a appelé le maréchal pour lui annoncer le débarquement. Vous étiez là, racontez-nous cette scène. Mon père était effectivement rentré chez nous à Erlingen le matin du 6 juin. Il était en route pour aller voir Hitler, afin d'aborder avec lui des questions sur la stratégie en France. Hitler se trouvait à Berchtesgaden à ce moment-là, et mon père était donc rentré début juin parce que cela lui permettait de célébrer avec nous le 50e anniversaire de ma mère. Le matin du 6 juin, moi-même j'étais en permission pendant 2 jours, permission de mon unité où j'étais engagé. Le 6 juin au matin à 7 heures, le chef d'état-major de mon père, Speidel, a téléphoné et a dit à mon père qu'il y avait beaucoup de mouvements le long des côtes et qu'on ne savait pas encore exactement s'il s'agissait vraiment du débarquement. Et Speidel a annoncé qu'il rappellerait dans 1 heure. Parce qu'à ce moment-là, on y verrait plus clair. Mon père a aussitôt fait ses bagages et a fait amener toutes les valises dans la voiture. 1 heure plus tard, Speidel a rappelé et a confirmé qu'effectivement le débarquement avait eu lieu. Et alors, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Mon père était assez serein. Il s'en est pris violemment à la marine allemande, parce que la marine allemande lui avait affirmé qu'avec une mer aussi démontée, le débarquement n'était pas possible, et lui avait dit qu'il pouvait tranquillement rentrer en Allemagne. Mais c'était là une erreur. Les Britanniques, les Américains, les Français sont effectivement arrivés. 5 minutes après le 2e appel de Speidel, il est parti. À ce moment-là, on n'avait plus le droit d'utiliser l'avion. Les officiers supérieurs n'avaient pas le droit d'utiliser l'avion parce qu'il y avait trop de risques de se faire descendre. Moi-même, j'ai aussitôt regagné mon unité, j'ai repris mon service. Manfred Rommel, si vous voulez, revenons un petit peu en arrière. Vous vous rappelez que votre père était en désaccord avec quelqu'un de ses collègues, avec Hitler, sur la manière de repousser l'invasion. Fallait-il repousser les anglo-saxons dès le premier jour, tout de suite, ou bien attendre et se servir des tanks? Est-ce que vous avez causé de ces problèmes avec votre père avant, pendant ou après le débarquement? Après que mon père a été blessé, j'en ai parlé avec lui, et ultérieurement, j'en ai beaucoup parlé avec les autres officiers. Mon père pensait, mon père espérait qu'au cas
où l'Allemagne serait victorieuse dans cette bataille, qu'à ce moment-là, les puissances occidentales offriraient une paix avec conditions. Et plus on était informé sur les camps de concentration, sur les assassinats, sur les exterminations, eh bien, il apparaissait d'autant plus urgent d'essayer d'obtenir une paix avec conditions. Et l'on espérait aussi que ceci permettrait de se débarrasser plus vite d'Hitler. Alors, comme vous le dites, mon père s'est vraiment efforcé d'assurer les meilleurs préparatifs de défense possibles. Il y a eu une grande querelle, un grand différend entre mon père et les généraux qui avaient davantage d'expérience à l'Est, sur le front Est. Et ces généraux pensaient qu'il était préférable d'utiliser les réserves stratégiques allemandes, notamment les divisions blindées dans l'arrière-pays, et qu'à ce moment-là, on pourrait avoir une véritable guerre de mouvement contre les Français, les Britanniques et les Américains, et on espérait que la plus grande expérience de guerre allemande permettrait de l'emporter. Et mon père disait que c'était là une chose tout à fait absurde, que les Alliés auraient la domination aérienne, rendraient les voies routières totalement inutilisables, détruiraient les ponts, les villes, et clouerait sur place l'armée allemande. Donc la seule chance qui s'offrait éventuellement aux Allemands était d'utiliser l'instant du débarquement et d'essayer d'emporter la décision au cours des premières 24 heures. Hitler, qui était commandant en chef de la Wehrmacht, de l'armée, Hitler hésitait. Il ne voulait confier à personne l'autorité de commandement, il voulait se réserver tous les droits. Un jour, il donnait raison à mon père, un autre jour, il donnait raison aux autres, notamment à Jodl, à von Rundstedt. Et le voyage de mon père, le 6 juin 1944, plus exactement le 5 juin 1944, avait également pour but d'expliquer une nouvelle fois à Hitler que seule une stratégie était possible et pas deux ou trois en même temps. Manfred Rommel, revenons à vous, à votre adolescence, à vos rapports avec votre père. À cette date, vous vouliez vous engager dans l'armée et même dans les Waffen-SS, et votre père a dit non, pas question. Alors, est-ce que vous pouvez vous remémorer quels étaient ses sentiments vis-à-vis du régime? Est-ce qu'il vous en parlait de temps en temps? Pas souvent, pas souvent. De temps en temps. De toute façon, mon père n'était presque jamais là. Début 1944, il est rentré à Herrlingen à 2 reprises, mais seulement pour 1 ou 2 jours. Moi-même, à l'âge de 15 ans, très exactement 7 jours après mon 15e anniversaire, je me suis engagé à la Heimatflak et j'étais extrêmement fier parce que je me considérais alors comme adulte. Et vous avez raison, je voulais m'engager volontairement dans la Waffen-SS, mais mon père m'a alors dit, je suis moi-même dans l'armée métier, toi aussi tu iras dans l'armée, tu n'as pas besoin d'aller dans un groupe politique paramilitaire. Donc nous avons eu quelques discussions et mon père a alors dit, de toute façon, tu es mineur et c'est moi qui décide où tu vas t'engager et pas toi. J'ai pris acte de sa décision. Les jeunes étaient influencés par ce constant lavage de cerveau, en tout cas c'était mon cas. J'avais chez moi une opinion qui me semblait être national-socialiste et mon père me disait toujours qu'il ne voulait pas entendre ce genre de propos à la maison, qu'on les dise ailleurs, mais qu'on le laisse tranquille. Les rapports entre mon père et Hitler, mon père a toujours été un militaire de métier. Et Hitler a fait venir mon père en 1944
1938, après qu'il avait lu un livre écrit par mon père sur l'infanterie, et Hitler a dit à mon père que ce livre l'avait beaucoup impressionné. Mon père était blond, il avait les yeux bleus, il avait une décoration de la Première Guerre mondiale, et Hitler a toujours eu une certaine admiration pour mon père. D'ailleurs, il l'a également aidé en Afrique. En effet, tout le commandement de l'armée ne s'intéressait pas du tout à la campagne d'Afrique et voulait uniquement se concentrer sur la Russie. Et Hitler a fait parvenir des renforts à mon père en Afrique. D'autre part, mon père pouvait également parler et discuter avec Hitler, pouvait lui donner son avis. En 1943, il lui a dit que la guerre était perdue. Hitler n'en croyait pas ses oreilles. Et après la guerre, les Allemands ont de plus en plus souvent compris et mieux compris qu'il valait mieux perdre la guerre que de la gagner avec Hitler. Merci Manfred Rommel de nous avoir ainsi éclairé sur l'histoire. Et maintenant, on va voir comment en France occupée, on a présenté ces événements. Le mardi 6 juin à 2 h du matin, les troupes anglo-américaines débarquaient sur les côtes de Normandie. Nous vous présenterons les documents de cette bataille, une des plus violentes de tous les temps, qui ensanglante une fois encore et si douloureusement la terre de France. Voici un nouveau document extrait des actualités américaines. Des transports de troupes convoyés par des porte-avions et des torpilleurs jettent l'ancre dans un port de la Nouvelle-Guinée. Soudain, les escadrilles nippones attaquent et mitraillent les bâtiments américains qui ouvrent aussitôt un feu violent sur l'assaillant. Cependant, malgré le tir de la DCA, les installations du port sont atteintes. Un bombardement vient d'avoir lieu. Dévouement d'abord, tel est aussi le mot d'ordre dans les services sanitaires de la défense passive qui viennent de mettre au point un train de voitures spéciales. Aussitôt arrivées sur les lieux, ces voitures mises sur cric, accouplées les unes aux autres, deviennent ambulances, pharmacies, services radio, salles d'opération surtout, munies des tout derniers perfectionnements. Et on devine les services incalculables que sont appelés à rendre de tels organismes. Mais combien aussi, en portant secours à leurs semblables en détresse, ont trouvé la mort. C'est ainsi qu'à Paris, dans la cour de la caserne Champéret, d'émouvantes obsèques sont faites aux 5 sapeurs-pompiers du régiment de Paris, tombés au feu en luttant contre l'incendie qui ravagea Rouen à la suite des nombreux raids de l'aviation anglo-américaine. Le maréchal qui fait son entrée dans la capitale des Gaules. Debout dans sa voiture, le regard droit, le soldat de Verdun semble ainsi nous montrer, dans les heures dramatiques que traverse notre pays, où est le seul, l'unique devoir des Français, avoir confiance, se rallier autour de notre chef et du gouvernement. Le cortège se dirige vers la place Bellecour.
l'hôtel de ville. Le maréchal va maintenant passer quelques instants à l'hôpital de la Grande Blanche. Accompagné par le docteur Bertrand, maire de Lyon, et qui dirige un des services de l'hôpital, le chef de l'État parcourt les salles où sont soignés 400 blessés du récent bombardement. Le pèlerinage douloureux se poursuit par la visite de Saint-Étienne, où le maréchal s'avance à pied parmi les décombres. Désolant spectacle, le quartier ouvrier n'est plus qu'une ruine déchiquetée. Le chef de l'État se mêle au groupe des sinistrés, et devant leur effroyable misère, il trouve les mots qui touchent, les mots qui consolent. Place pour Néron, le maréchal dépose une gerbe devant le monument aux morts. Enfin, c'est l'arrivée place de l'hôtel de ville. Nuit du lundi 5 au mardi 6 juin 1944, nuit historique. Les Anglo-Américains débarquent sur le sol de Normandie. Dans la nuit, des milliers de tonnes d'acier s'abattent sur les navires où pilonnent les défenses allemandes. Des unités légères prennent pied sur le rivage. Et voici l'aube, au large, l'impressionnante flotte anglo-américaine. Durant les premiers jours, plus de 50 navires de transport et des navires spéciaux devaient être envoyés par le pont. Ici, à l'embouchure de l'Orne, on voit nettement les bateaux de débarquement et on distingue les formations qui sont parvenues à gagner la rive. Dans la baie de la Seine également, les troupes britanniques tentent de prendre pied. Mais les Allemands ont empêché les Anglais d'établir ici une tête de pont et les embarcations ont été jetées à la côte. À l'horizon, la flotte de débarquement. Devant Caen, des chars allemands d'un modèle nouveau se portent au devant des adversaires qui maintiennent et élargissent leur tête de pont en sacrifiant des dizaines de milliers d'hommes. Pendant ce temps, dans le ciel, les escadrilles de la Royal Air Force et de la Luftwaffe se livrent un duel sans merci. Caen et sa banlieue sous les bombes anglo-américaines. La terre de France est redevenue un champ de bataille, et quel champ de bataille! Nous sommes avec Philippe de Gaulle, le fils du général, à qui je demande, Philippe de Gaulle, le 5 juin au soir, où étiez-vous? Que faisiez-vous? Le 5 juin au soir, j'avais été convoqué par mon père pour dîner avec lui, passer la soirée du 5 au 6 avec lui. Je ne l'avais pas vu depuis 1 an. Il était à Alger et moi en Grande-Bretagne,
Et en particulier, j'allais rejoindre les fusiliers marins de la division Leclerc. Ce soir-là, que vous a-t-il dit? Que s'est-il passé? Les débuts de la soirée ont été assez silencieux. Nous avons simplement, implicitement, profité de la présence l'un de l'autre. Et vers un peu avant 11 h du soir, il a dit « Eh bien, voilà, les opérations ont démarré, ça y est ». Il s'agissait du grand débarquement. Et à ce moment-là, nous étions encore le 5. C'était le parachutage du régiment du colonel Bourgoin, de la France libre, régiment de parachutistes. Bourgoin dit le manchot car il avait déjà perdu un bras et qui sautait dans la région des Landes de l'Envaux, dans le Morbihan, au nord de Lorient, Ploërmel, Saint-Marcel, etc. Le premier Français qui a été tué à ce moment-là, et je ne parle pas de ceux qui étaient déjà sur place dans la résistance, mais pour cette opération, le premier qui a été tué au débarquement, c'est un Français, c'est le caporal Bouettard, avant que les Américains ne soient parachutés à Sainte-Mère-Église. Je crois que ce soir-là, votre père n'était pas d'excellente humeur car il avait eu une discussion très difficile avec Winston Churchill. Il avait eu une discussion difficile avec Churchill car il venait d'Alger depuis quelques jours, avait débarqué à Londres, n'avait pas été mis au courant des opérations. Il savait naturellement qu'il allait s'en produire, qu'il allait y avoir le débarquement. Et il avait même réussi à faire venir la 2e division blindée que je ralliais du Maroc en Grande-Bretagne, ce qui, étant donné les conditions de transport maritime de l'époque, était quand même quelque chose. Mais il n'avait pas du tout été mis au courant des opérations. Et en particulier, les Américains avaient prévu de s'adresser aux Français directement par Eisenhower dans une déclaration, en plus de l'administration par Lamgotte qu'il s'apprêtait à mettre sur toute la France, administration directe qui était inadmissible pour nous. Est-ce qu'au cours de ce dîner, votre père a fait état des difficultés et des conflits graves qu'il avait pu avoir avec Churchill, puis avec Eisenhower, pour autant qu'à ce moment ultime, qui était essentiel pour lui et pour la France, d'une certaine façon, on attentait à son honneur? Oui, mais pas tellement, parce qu'il a fait état, bien sûr, de quelques difficultés, mais il avait quand même une grande confiance dans, je dirais, la nation française, le peuple français. Et il a toujours défendu cette thèse, et ce n'est pas une thèse, c'était un fait, que toute nation, même petite, et qui se donne un temps, soit peu la peine d'exister, est incontournable. Et il a usé de cette donnée, tant vis-à-vis de l'ennemi, pour montrer que les Français existaient toujours, que vis-à-vis des Alliés, en disant « Attention, de toute façon, vous devez tenir compte du peuple français. » Oui, bien sûr. Mais enfin, comment est-ce que votre père pouvait-il se représenter l'idée que Roosevelt avait des Français à cette époque? C'était des importuns. Il valait mieux les écarter. Ensuite, il valait mieux pas s'engager, avoir l'air de s'engager dans une solution politique quelconque au retour en France, parce qu'on sait, les Français sont des gens bizarres, on ne sait pas comment ils tournent. Et il fallait avoir plusieurs solutions de rechange. Alors s'engager carrément du côté du général de Gaulle, c'était peut-être se refuser d'autres solutions plus commodes. Enfin, le général de Gaulle était un personnage justement pas facile, qui par exemple rappelait aux Américains qu'au nom du cash and carry, les Américains nous devaient beaucoup de matériel de guerre qu'on avait commandé et payé avant la guerre de 1939. Il faut se souvenir que quand les Américains ont débarqué en France, ils n'ont pas utilisé un calibre d'artillerie qui n'ait été un modèle français. Philippe de Gaulle, le 6 juin 1944, vous étiez à Londres. Voir aujourd'hui les actualités françaises qui retracent le débarquement et d'autres scènes encore doit faire sur vous une étrange impression. Quelles sont vos réactions? L'impression d'actualité qui ne donne pas la réalité. Elles sont complètement fragmentaires. On montre des Allemands sur une plage en train de regarder des blindés ou des bateaux de débarquement désemparés.
En plus de ça, on veut faire comprendre que les Allemands ne sont pas seuls, qu'il y a des opérations aussi dans le Pacifique, que les Japonais sont toujours là. Alors arrive là-dessus le voyage de Pétain, c'est toute l'apparence de Vichy, où le maréchal vivait dans une espèce de décor dans lequel il jouait les pots de fleurs, complètement artificiels, déconnectés des réalités, qui l'ont amené jusqu'à Sigmaringen, où on lui présentait les armes, on montait le pavillon, mais en oubliant que pendant qu'on le montrait à Lyon et à Saint-Étienne, au milieu d'une certaine foule, avec ses feuilles de chêne, il y avait 20 000 auxiliaires de la police allemande qui étaient en train de se livrer à des déportations, à des arrestations, à des tortures ou à des gens qu'on abattait. Et qu'en même temps, dans de nombreuses régions, les Français s'étaient levés sous la forme de maquis. Le voyage de Lyon a eu lieu à la veille du débarquement. Celui de Saint-Étienne, le lendemain. Est-ce que vous voyez une différence dans l'attitude de la population vis-à-vis du maréchal? À Lyon, il y avait un peu plus de monde, quelques 5 ou 6 000 personnes. À Saint-Étienne, moins, qui venaient de subir des bombardements, ce qui n'était pas le cas de Lyon dans l'immédiat. Mais il y a un dénominateur commun à ces gens qui sont là, c'est qu'ils chantent « Maréchal, nous voilà » sur le ton de la complainte, et non pas la Marseillaise. « Liberté chérie, combat avec tes défenseurs ». Merci, Philippe de Gaulle, d'avoir bien voulu évoquer ses souvenirs et d'avoir fait ses remarques sur l'histoire, à laquelle vous avez pris part. Merci. Maintenant, en compagnie d'historiens, un Anglais, le capitaine Hoare, un marin, un Russe, le professeur Naumov de l'Université de Moscou, un Américain, le professeur Kimball, et un Allemand, le professeur von Taden, nous allons faire quelques remarques sur ces témoignages et également sur cette histoire officielle. Bien sûr, c'est aux marins qu'on s'adresse en premier puisqu'il s'agit d'un débarquement. Capitaine Hoare, quelles sont vos réactions? Mon premier commentaire, c'est d'abord le choix de la date. Il est vrai qu'Eisenhower est responsable en dernière analyse du déclenchement de l'opération, mais c'est Rommel, le premier, qui a choisi finalement la date. En effet, les Alliés auraient préféré débarquer marée haute, lumière du jour. Mais Rommel a repoussé les défenses jusqu'au bord de la plage. Donc, pour les Alliés, ça a voulu dire débarquer à marée basse de manière à découvrir les obstacles et à pouvoir passer sur la plage plus rapidement. Donc dès le 8 mai, l'amiral Ramsey, qui était le chef de l'opération navale, a parlé de créneaux, c'est-à-dire les 5, 6, 7 juin. Et Eisenhower a choisi le 6 juin. C'est intéressant de penser à l'autre possibilité. S'il avait pensé que finalement le temps était très mauvais, qu'il fallait remettre l'opération 15 jours plus tard, eh bien, les grandes tempêtes du Nord auraient dévasté les plages. Et peut-être que l'opération aurait été un échec non pas du fait des Allemands, mais du fait de la météo. Et vous, professeur Kimball, qu'avez-vous noté? Eh bien, l'une des images des actualités qui me semble un petit peu décalée, c'est qu'on ne voit aucun mort. Les bombes tombent, les canons tirent, les canons rugissent, les avions s'écrasent, on voit des tas de choses dans le ciel, mais personne ne meurt. D'abord, au fin de maintenir le moral pour que les gens ne voient en fait compte que peu de sang. Bon, il n'y a pas que cela, il n'y a pas que les images, il y a aussi l'aspect politique et d'autres aspects des choses. Il y a ce qu'on ne voit pas. Il y a des choses que je n'ai pas vues ou entendues. C'était des références aux troupes alliées. En effet, l'actualité donne l'impression qu'il n'y avait là que des Américains et des Anglais à débarquer sur les plages, parce que dans les forces navales, il y avait des Belges, des Grecs, des Polonais, des Français libres. Et sur les plages, il y avait des Canadiens mélangés à des Français du côté gauche avec une division britannique. En tous les cas, vous avez remarqué qu'on ne montre que des anglo-saxons. Moi, j'ai remarqué que dans les 4 actualités, qu'il s'agisse des Anglaises, des Américaines, des Allemandes ou des Françaises, il n'est jamais fait état des Français, quels qu'ils soient. Que ce soit les Français qui vont débarquer, que ce soit les Français qui, en France, résistent, ni les Allemands, ni bien sûr Vichy, ni personne n'en parle, et il est peut-être bon de le rappeler. Et les Russes ne sont mentionnés que dans les actualités allemandes. Et en plus, je veux remarquer que je crois que c'est dans les actualités britanniques, le speaker dit
que le débarquement va décider le sort du nazisme. Je crois que vers ce moment-là, vers le moment de débarquement, le sort du nazisme était déjà décidé. Est-ce que je peux demander maintenant au professeur Kimball, qui est américain, quelles sont ses réactions devant les opérations militaires qu'il a vues? Écoutez, j'ajouterais peut-être deux éléments complémentaires. Tout d'abord, les informations, et ça se comprend, ne nuisent rien du plan de diversion et du travail des services de renseignement qui ont contribué pour beaucoup au succès du débarquement. Cette opération avait pour nom de code Fortitude. Et cette opération a aidé à convaincre Hitler et les Allemands que le débarquement, en fin de compte, s'effectuerait au Pas-de-Calais. Deuxième élément que je mentionnerai, c'est que les bombardements aériens et navals n'ont pas eu beaucoup d'effet sur les plages elles-mêmes et les terrains au-delà des plages comme on le souhaitait. Qu'en pensez-vous? Lorsqu'on écoute les propos de M. Kimball, il faut se demander, mais qu'est-ce qui était véritablement efficace? Si les bombardements navals n'étaient pas efficaces, qu'est-ce qui a permis le succès? C'est l'infanterie. C'est une guerre de soldats sur les plages et sur les terrains tout de suite après les plages. Bien évidemment, mais le fait est que le matin du 6 juin, les Alliés avaient bénéficié d'une surprise tactique et stratégique totale. Il y avait de bonnes troupes allemandes. Il y avait eu le 28 mai un bombardement à Portland, 60-70 bombardiers allemands. Donc, on savait qu'il y avait des cibles sur place. Je crois qu'une grande question à poser, c'est comment est-ce que les Alliés ont pu obtenir un tel degré de surprise le matin du 6 juin? À mon avis, la réponse a été donnée par Manfred Rommel, qui disait tout à l'heure qu'il y avait des divergences de vues entre son père et le général von Rundstedt. En tout cas, c'est un élément d'explication. Ça n'explique pas pourquoi est-ce que les généraux allemands avaient été à Rennes pour un exercice tactique théorique. Pourquoi est-ce que le calcul était aussi mauvais, le calcul de date? Ils avaient finalement tous les éléments qui leur auraient permis de savoir quelle était la date. Ils avaient tous les atouts en main et vous voyez sur ces actualités qu'il n'y a pas d'Allemands finalement sur place, pour ainsi dire. Oui, je pense qu'il y a eu des circonstances, car le hasard joue et la chance, comme on l'a dit pour Eisenhower. Ces circonstances, c'est que Rommel était dans sa famille et allait voir Hitler, c'est un élément. Ces circonstances, c'est qu'il y avait une réunion d'état-major un petit peu plus loin, à Rennes, etc., etc. Mais ça n'explique pas qu'il y a eu une surprise, j'allais dire, plus générale que l'absence du haut commandement au moment précis. Je pense qu'il n'y a pas que de la surprise. D'abord, il y a l'hésitation à laquelle vous avez fait écho, ce conflit qui fait qu'on ne sait pas où on va mettre les troupes à cause de Fortitude et de ce faux plan de débarquement. Et puis il y a aussi le fait qu'on ne veut pas dire dans les actualités ni dans l'histoire, c'est que les Russes, même s'ils n'ont pas commencé leur offensive, attaquent déjà dans les pays baltes. L'essentiel des troupes est là-bas. Et puis en Italie, on est en train d'attaquer Rome, d'entrer dans Rome, et les Allemands espéraient même qu'à force de bien défendre l'Italie, ça découragerait un débarquement en Normandie. Il y a donc tellement de forces de première qualité en Italie, en Russie, que finalement, la bataille de l'Atlantique n'a pas été celle où les anglo-saxons ont rencontré les forces les plus dynamiques de la Wehrmacht. Et ça je compte, je crois, plus que la surprise des 24 ou 48 heures. Qu'en pensez-vous? La question devient alors politique. Et il serait peut-être bon de nous interroger sur l'aspect politique de l'histoire. Je voudrais vous rappeler que dans le film allemand que nous avons vu, au début, il y a une remarque qui est formulée et qu'il faut prendre tout à fait au sérieux. On dit que sur ordre de Moscou, les Alliés ont pris la décision de débarquer en Normandie. En d'autres termes, dans l'interprétation
allemande de l'affaire. Moscou fait partie du jeu dès le début. Alors, comment faut-il apprécier cet état de choses? Je crois qu'il y a ici non seulement un facteur militaire, mais aussi un facteur politique, voire un facteur psychologique. En effet, pour les Allemands, la guerre en Russie était la guerre décisive. Au cours de toutes les dernières années, la population allemande a reçu bien davantage d'informations sur la guerre en Russie que d'informations sur la guerre à l'Ouest. À l'Ouest, il y avait l'Italie, auparavant l'Afrique, et puis la guerre sous-marine. Par conséquent, on a très largement sous-estimé la puissance et la force des anglo-saxons. Je me souviens encore moi-même, j'étais enfant, je me souviens combien de personnes parlaient des anglo-saxons en faisant preuve d'ironie et disaient que la guerre se déciderait en Russie et ne se déciderait pas à l'Ouest. Et par conséquent, cette interprétation où l'on dit « sur ordre de Moscou » est un signe qui montre que la direction allemande, c'est-à-dire les nazis, avait tout intérêt à considérer cette partie de la guerre comme une fonction dans la guerre à l'Est. Qu'est-ce que pense l'historien de la diplomatie anglo-saxonne de cette vision allemande de la signification politique du débarquement? D'une certaine façon, la décision des Alliés d'ouvrir un second front était une décision politique. Bien entendu, il y avait une inertie militaire qui était impliquée, ils combattaient les Allemands étaient en Europe, donc il fallait aller en Europe pour combattre les Allemands. Cela répond à une logique militaire évidente. Mais si vous voulez, un deuxième front était nécessaire, car cela ouvrait toute une palette de possibilités. Tout d'abord, un deuxième front semblait nécessaire, tant à Roosevelt qu'à Churchill, s'il voulait avoir un espoir de collaboration avec l'Union soviétique après la guerre. En plus, un second front était absolument nécessaire pour écarter toute possibilité, pour les Alliés, toute possibilité d'un type quelconque de rapprochement entre Staline et les Allemands. Et en troisième lieu, le deuxième front était nécessaire pour que les forces anglo-américaines soient présentes sur le continent européen. Et voir le continent européen dominé non pas militairement, mais politiquement et psychologiquement, si vous voulez, dominé par des puissances qui pourraient se révéler hostiles aux forces alliées, que ce soit l'Union soviétique elle seule. Et je ne veux pas dire qu'elle occuperait l'Europe de l'Ouest, ce que je veux dire que l'Union soviétique pourrait être le pouvoir dominant en Europe centrale et de l'Est, ou alors une Union soviétique qui satelliserait l'Allemagne. Est-ce que ce n'est pas une vision un petit peu anachronique, liée à l'époque de la guerre froide et à notre connaissance de la suite des événements, d'imaginer que dès 1942, il y avait une volonté stalinienne de contrôler l'Europe? Qu'est-ce que vous en pensez, Naoumov? L'attitude de Staline vis-à-vis du deuxième front changeait au cours de la guerre. En 1941-42, il insiste toujours sur l'ouverture de ce front le plus vite possible. Et cela est bien compréhensible parce que à cette époque-là, pour Staline, il s'agissait de l'existence de son régime, n'est-ce pas? Mais à partir de 1943, la situation sur le front soviétique-allemand a radicalement changé. Stalingrad, la bataille de Koursk. Et le problème de deuxième front devient pour Staline un problème parmi beaucoup d'autres. Il insiste toujours sur l'ouverture du deuxième front, mais il reproche aux Alliés de ne pas tenir leurs propres promesses. Mais il insiste quand même. Pourquoi? Et je crois qu'il voulait réduire quand même les pertes humaines de l'armée rouge. C'est bien connu que sur le front germano-soviétique, les combats avaient un caractère extrêmement meurtrier. Et l'armée rouge subissait les pertes humaines très lourdes jusqu'au dernier jour de la guerre. Eh bien,
l'ouverture du deuxième front aurait obligé les Allemands de retirer presque 40 divisions du front soviétique-allemand, d'après les calculs de Staline. En ce qui concerne ces buts stratégiques pendant la guerre, je crois militairement l'armée rouge aurait peut-être pu imposer une certaine domination psychologique, surtout en Europe occidentale. Mais en ce qui concerne la domination économique, la domination politique, je ne le crois pas. Je crois que ce n'était pas possible à l'époque. Qu'en pensez-vous, professeur Kimball? Je ne vais pas discuter sur ce point-là. En tant qu'historien, ce que j'essaye de faire, c'est de dire comment je pense que les hommes politiques américains et anglais essayaient de considérer l'Europe. Je crois que peut-être que le mot domination est peut-être trop fort, mais la notion, c'était que l'Europe puisse être libérée fondamentalement par l'Union soviétique, ça ne collait pas avec les Américains et les Anglais. Ils voulaient faire partie de cette libération. Ce n'est pas simplement une question d'honneur, c'est une question également qui portait sur l'après-guerre. Professeur von Taden, on a beaucoup parlé de l'Europe dans ses propos, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. Est-ce que ça ne vous inspire pas quelques commentaires? Je crois que les images répondent bien à cette question. En effet, à la fin des actualités allemandes, on entend un terme qu'il faut interpréter, puisqu'on dit à la fin que c'est la bataille de l'Europe qui commence. Cela veut dire qu'il s'agit bien de la forteresse Europe, pour reprendre la terminologie des nazis. Et ceci appelle une interprétation. En effet, pour les nazis, le continent européen était menacé dans sa totalité, à l'est par les soviétiques et à l'ouest, au sud, par les Américains et les Anglais. Afin d'obtenir une solidarité des peuples menacés sur le continent, c'est-à-dire des peuples occupés par la Wehrmacht, pour obtenir cette solidarité, on parlait alors de la forteresse Europe. C'est Goebbels qui a utilisé cette formule dans son journal Das Reich, c'était un hebdomadaire. Et régulièrement apparaissait cette idée de la forteresse Europe, que l'on soulignait fortement. Et ceci a eu des conséquences psychologiques pour beaucoup de gens, pas seulement pour des Allemands, mais aussi pour des Français, des Belges, des Hollandais, etc. Cela a laissé des traces. Si vous voulez, c'est une notion, un concept dangereux de l'Europe. Je me souviens moi-même que après la guerre, j'étais un enfant. Après la guerre, je n'étais pas très ouvert à l'idée européenne parce que j'avais souvent l'impression que c'était une notion des nazis contre les autres. En effet, que serait une Europe sans les anglo-saxons, sans les Russes? Voilà ce que je me disais. Il me semble donc que l'on a touché ici un point qui permet de nous relier à la période de l'après-guerre. Ce n'est pas simplement un aspect qui concerne la période de guerre elle-même. Et si je songe aux Français, par exemple, chez Edgar Morin, dans son ouvrage « Penser l'Europe », j'ai lu une phrase disant que la gauche française, après la guerre, a eu besoin de beaucoup de temps avant de comprendre que l'Europe pouvait également être une notion de progrès et pas simplement un concept défensif comme pour les nazis. Oui, d'ailleurs, pour nous, au lendemain de la guerre, l'idée d'Europe, c'était l'idée de Laval. Et quand on a recommencé après la guerre à parler de l'Europe, qui parlait de l'Europe? Trois catholiques, c'est-à-dire Adenauer, Schuman et Gasperi, et c'était une sorte de barrière contre le communisme. Donc on pouvait y voir à nouveau une indication qui reprenait des thèmes qu'on avait entendus contre l'Est.
Ce que vous avez dit est tout à fait intéressant. On a entendu une perception négative par un Allemand, par un Français également. Et si vous pensez à l'histoire anglaise, eh bien vous verrez qu'on peut établir un parallèle entre la Festung Europa et le blocus européen de Napoléon contre l'Angleterre. Bon, pour nous aussi, l'Europe était une idée négative. Et je crois qu'on peut peut-être conclure en disant que nous espérons que les choses iront pour le mieux dans l'avenir. Merci, Capitaine Orr. Merci, mes chers amis, de cette intervention. Je crois que c'est assez rare qu'on trouve autour d'une table un Allemand, un Soviétique devenu russe, un Anglais, un Américain, à se demander si ce n'est pas aux historiens qu'il faudrait confier le soin de faire...